Bienvenue dans cette émission spéciale bilan qui va essentiellement s'articuler autour des questions suivantes. Que peut-on retenir des 100 premiers jours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature? Que savoir de son programme visant à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout des perspectives de développement pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Quel est le contenu de sa feuille de route depuis sa nomination le 10 janvier dernier? Pour obtenir les réponses à ces interrogations et à bien d'autres, les questions seront posées en grande partie par deux journalistes. Agnès Crédit du groupe Fraternité Matin et Adama Koné, rédacteur en chef des journaux télévisés à la RTI. Cette émission sera repartie en plusieurs thèmes. L'économie, le social, la sécurité. La RTI s'honore donc d'accueillir le chef du gouvernement, le Premier ministre, accompagné de membres du gouvernement. Ils sont dans cette salle. Alors, c'est une présence, Monsieur le Premier ministre, on pourrait dire que c'est la solidarité gouvernementale. Oui, c'est la solidarité donc, du gouvernement, du cabinet donc, du Premier ministre, donc, autour donc, de l'action telle qu'elle nous a été donc, précisée par le chef de l'État. Et nous sommes donc tous ensemble pour dire aux Ivoiriens donc, ce que nous entendons faire donc, pour eux et quel est le point de situation à l'issue des 100 premiers jours. Avant donc les échanges sur les 100 premiers jours, suivons cette présentation de notre invité, le chef du gouvernement. C'est le 10 février 1959, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans la capitale économique Abidjan, qu'Amadou Gon Coulibaly voit le jour, originaire de Korogo dans la région du Poro, arrière-petit-fils du patriarche Péléforo Gon Coulibaly, fidèle des fidèles de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny. Il voue un attachement sans pareil à sa culture. Au fil des années, Amadou Gon Coulibaly se forge une carrure de chef politique. Mais avant, qu'en est-il de son parcours? Courant juin 1977, il décroche son baccalauréat scientifique au lycée moderne de Dabou. 1977-1983, les années étudiant à Paris. Il sort diplômé du Centre des hautes études de la construction situé dans la capitale française. Le temps du retour au pays a sonné. De novembre 1990 à décembre 1993, il est conseiller technique du Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et est chargé de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l'agriculture, des transports, de l'énergie et des ressources humaines. Il enchaîne les postes de responsabilité de janvier 1994 à janvier 2017. Il occupe les fonctions de directeur général adjoint à la direction et contrôle des grands travaux, directeur de cabinet international de conseil d'études et de formation, ministre d'État, ministre de l'Agriculture du gouvernement de réconciliation nationale. 2006 à 2016, ministre de l'Agriculture, juin 2011 à janvier 2017, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Puis, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère constitutionnelle, la Troisième République. Occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de lui renouveler sa confiance en le nommant Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Travailleur infatigable, homme de devoir, toujours prêt à faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il communique sa dynamique à l'ensemble du gouvernement. Décrit par ses pairs politiques comme un loup politique et par ses collaborateurs comme un homme qui fait de l'excellence sa priorité, Amadou Gon Coulibaly, député maire de Korogo, est marié et père de 5 enfants. Il porte l'étoile de grand officier de l'Ordre national du mérite ivoirien. Monsieur le Premier ministre, est-ce que cette brève présentation vous résume? Mais je voudrais, avant toute chose, profiter de cette occasion pour exprimer à nouveau ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette charge qu'il a bien voulu me confier. J'en mesure la responsabilité, le poids. La présentation est bonne et je suis confiant. Certains disent que vous êtes un exemple de fidélité et de loyauté au président de la République et c'est ce qui justifie quelque part ces missions qu'il vous confie. Écoutez, fidélité et loyauté, ça je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'en plus de cela, il faut un peu plus quand même pour occuper ces fonctions. Et j'imagine que la présentation que vous venez de faire indique que en plus de la fidélité et de la loyauté qui me paraissent indispensables. Je crois que c'est quand même le socle. Le président de la République a estimé que sur la base du parcours qui est le mien, à ses côtés, dans une large partie, puisque depuis 1990, j'ai été à ses côtés comme conseiller technique,
donc qui me connaît donc suffisamment bien sur le plan, je dirais, donc technique. Il a estimé qu'en plus, certainement, de cette fidélité, de cette loyauté, que j'avais la capacité donc, de gérer donc, l'action gouvernementale. J'ai été aussi à ses côtés comme secrétaire général de la présidence de la République, ce qui m'a donné l'occasion, en plus de toute l'expérience passée, d'apprendre à un certain niveau donné ce que c'est que la chose donc, de l'État et le bien public. Vos premières heures, et vous l'avez souligné tantôt, de travail se font donc dans la clameur des revendications des fonctionnaires, donc précédés par les détonations des armes des soldats mécontents. Un vrai baptême, et c'est le cas de Didier du feu. Bon, on a tous vécu, donc je dirais ce que vous appelez donc cet accueil. Je l'ai dit publiquement, nous pouvons regretter, donc je crois que tous les Ivoiriens regrettent les conditions dans lesquelles certaines revendications sont exprimées, notamment en ce qui concerne donc les militaires. On peut avoir des préoccupations, on peut les exprimer, ceci est légitime, donc surtout dans une démocratie. Mais je pense qu'il n'est pas normal que l'expression de ces revendications puisse troubler donc la quiétude donc, des Ivoiriens. Donc nous l'avons donc tous condamné. Ceci étant, ce processus, donc, pour ce qui concerne donc, les militaires, est en cours. Le chef de l'État a confié au ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et à l'état-major des armées le soin de discuter. Et les discussions sont en cours et l'objectif est de faire en sorte que nous arrivions à trouver une solution qui puisse garantir à notre pays la paix, mais qui puisse permettre également que nous puissions construire une armée unie, une armée républicaine au service de la nation. Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a une ambition qui est celle de faire de la Côte d'Ivoire notre pays, un pays émergent à l'horizon 2020. Et le gouvernement que vous dirigez a une importante contribution à apporter dans l'atteinte de cette promesse faite aux Ivoiriens. À 3 ans de l'échéance, est-ce que les Ivoiriens ont le droit d'espérer? Sinon, pourquoi? Si oui, eh bien ces Ivoiriens vous écoutent. Écoutez, moi je pense que les Ivoiriens donc, sont en droit d'espérer. Je voudrais expliquer peut-être un peu quel est le processus donc, qui devrait nous conduire à l'émergence. Pendant le premier mandat, je dirais de 2012 donc, à 2015, nous avons donc, travaillé à 2 grandes choses. Au plan donc, économique, la mise en place d'infrastructures économiques de qualité qui améliorent la compétitivité des entreprises. Vous ne pourrez pas avoir d'économie qui soit forte, d'entreprises qui puissent prospérer si l'environnement au plan donc, des infrastructures n'est pas un environnement donc, efficace. Environnement au plan des infrastructures, ça veut dire quoi? On a besoin d'énergie abondante, de qualité et à bon marché. Et nous avons donc une énergie en Côte d'Ivoire aujourd'hui abondante. Nous sommes passés d'une puissance installée qui était de l'ordre de 1300 MW lors de l'arrivée du président au pouvoir. À fin donc, 2015, nous étions autour de 1900 MW. Et nous ambitionnons d'aller à environ 4000 MW de puissance installée. Vous ne pouvez pas avoir une économie donc, qui soit compétitive si vous n'avez pas des infrastructures de transport qui sont efficaces. Aujourd'hui, avoir la possibilité de venir donc, à Abidjan, donc avoir un aéroport qui va compter bientôt environ 2 millions de passagers, c'est un élément important d'avoir ce hub au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Pour les hommes d'affaires, donc avoir cette possibilité de venir et de partir, donc, elle me paraît donc important. Les infrastructures de communication aussi me paraissent importantes. Un pays aujourd'hui qui n'est pas doté d'infrastructures Internet qui permettent donc d'être lié au monde, donc me paraît aussi un problème donc, pour une économie compétitive. Donc je crois que sur ce plan, nous avons travaillé. La deuxième chose, c'est l'environnement des affaires. Nous avons beaucoup travaillé sur l'environnement des affaires pour rendre notre pays donc, attractif. Et le pays est aujourd'hui un pays attractif avec tout ce que nous avons eu comme classement au niveau du Doing Business, etc. Parallèlement à cela, les conditions d'existence des Ivoiriens ont été améliorées par un meilleur accès à l'eau, à l'électricité et tout ça. Aujourd'hui, nous passons à une deuxième phase, qui est la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Et cette industrialisation va concerner, dans un premier temps, l'agro-industrie. Nous avons un pays qui produit aujourd'hui environ 1 900 000 tonnes de cacao, environ 700 000 tonnes d'anacarde. Ce que nous voulons, c'est aujourd'hui transformer. Pour l'anacarde, nous sommes qu'à environ 7% de transformation,
et le cacao 30%. C'est cette transformation de cette économie, cette industrialisation qui nous permettra de créer donc, tous les emplois que tout le monde attend avec l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ouais, ça me paraît important de bien expliquer aux Ivoiriens que nous avons une première phase qui pose tous les fondamentaux donc, de la dynamique économique et que nous sommes dans une deuxième phase de transformation structurelle de l'économie qui va créer donc, des milliers d'emplois et je crois que c'est ce que les jeunes et les femmes de Côte d'Ivoire attendent. Concernant, je dirais, le cacao, nous avons des conventions qui ont été signées avec les transformateurs pour les inciter à augmenter leur capacité donc, de transformation aujourd'hui. Et ces conventions permettent donc à l'État d'offrir donc, des droits uniques de sortie pour le cacao qui soient plus faibles au fur et à mesure que c'est transformé. Pour prendre un exemple, quand on exporte du cacao en fève, on paye donc une taxe à la sortie qui est de 14,6%. Et si vous transformez jusqu'au chocolat, vous serez donc exonéré de taxes donc complètes. Donc c'est une incitation à transformer et à créer des emplois. Donc ça c'est pour donc, le cacao. Et pour la Dakar, nous avons un vaste programme donc, qui est en cours donc, de préparation avec la Banque mondiale pour permettre de passer de 7% de transformation donc, que nous avons aujourd'hui à 50% donc, à l'horizon 2020. D'accord. La précision faite. Oui, et monsieur le Premier ministre, vous venez de rentrer fraîchement de Washington, où vous avez participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. On est tenté de vous demander les nouvelles. Quels en étaient les enjeux et que contiennent vos bagages au retour? Alors, les assemblées du Fonds monétaire et de la Banque sont déjà un rendez-vous qui permettent aux décideurs du monde politique, économique, donc, de se retrouver pour voir un peu comment donc, la planète donc, se porte et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer les conditions donc, des uns et des autres. Nous, concernant de manière donc, particulière, nous poursuivons donc 2 objectifs. Le premier, c'est que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire et une mission du Fonds avait séjourné à Abidjan, donc fin mars, début avril. Nous avons conclu au plan technique. C'était l'opportunité pour nous de rencontrer la direction générale du Fonds pour un message du chef de l'État et expliquer donc, à la direction générale du Fonds tous les éléments qui sont conclus dans le programme de telle sorte que nous ayons une approbation au Conseil. Pourquoi il est nécessaire d'avoir un programme avec le Fonds en ce qui nous concerne? Ça inspire donc confiance aux uns aux autres, à tous nos partenaires, de savoir donc, que nous avons une stabilité donc, économique qui est reconnue. Ça inspire confiance aux agences de notation. Plus vous êtes bien noté, plus vous accédez à des crédits, à des taux donc, qui sont bas, donc plus votre service de la dette est plus faible, etc. Donc c'est important pour inspirer confiance que nous puissions donc, avoir un programme donc, avec le Fonds. Et moi je me réjouis que malgré les difficultés que nous avons connues en début d'année, donc que ce soit par rapport donc, à la baisse du prix du cacao, aujourd'hui à la hausse donc, du prix du baril de pétrole, que nous ayons pu donc, trouver un accord avec le Fonds monétaire qui préserve la dynamique d'investissement dans lequel le pays s'est lancé. Avec la Banque mondiale, il s'agissait de voir comment la Banque peut nous accompagner dans la mise en œuvre de plusieurs projets visant à améliorer donc, je dirais, le quotidien des Ivoiriens. Et nous avons donc travaillé donc, sur donc, des projets concernant les filets sociaux. Nous sommes heureux donc, de savoir que la Banque nous supportera donc, par rapport donc, à ces filets donc, sociaux. Nous avons donc travaillé sur des projets liés à la transformation de l'agriculture, je l'ai dit, à l'eau, à l'électricité. Nous avons même signé donc, en marge donc, de cette assemblée donc, un prêt donc, de 325 millions de dollars donc, à la Côte d'Ivoire pour l'accès à l'électricité, l'électrification de nos différents villages. Donc la moisson est bonne en ce sens que nous avons beaucoup de projets donc, pour lesquels nous avons eu donc, des accords et que, fut l'avis du Fonds monétaire, nous avons donc aujourd'hui un satisfecit qui montre qu'en termes de stabilité économique, la Côte d'Ivoire est sur donc, le bon chemin. Nous allons aborder la question de la croissance sous le prisme de la répartition donc, de ces fruits. Concrètement, comment peut-on adresser la problématique du décalage entre la croissance globale de l'économie et l'impact que cela a dans la vie des citoyens? Je comprends donc votre question, mais je voudrais dire qu'il n'est pas totalement exact de dire que la croissance que nous avons connue ces dernières années n'a pas été partagée. Dire que tout n'est pas fait, qu'il y a encore des besoins à satisfaire, je suis totalement donc d'accord. Mais
c'est quoi le partage donc, de la croissance? Je vous disais que cette croissance a permis d'avoir des marges budgétaires. Lorsque vous permettez à des populations d'avoir accès à de l'eau potable, lorsque vous permettez à des populations d'avoir accès à de l'électricité, lorsque vous construisez des milliers de classes qui permettent donc à des enfants d'aller à l'école, lorsque vous permettez donc aux populations d'un peu mieux se soigner, parce que vous réhabilitez des centres de santé, vous en construisez, vous réhabilitez la pharmacie de la santé publique, il y a des médicaments un peu plus disponibles, etc. Tout ça, c'est une redistribution de la croissance. Lorsque vous avez la possibilité, comme le chef de l'État l'a fait, de débloquer donc, les salaires des fonctionnaires qui étaient bloqués depuis 25 ans, et qui a permis qu'au niveau de ce déblocage, les salaires moyens de la fonction publique aient augmenté de 37%. Ça, c'est un partage donc, au niveau donc, de la croissance. Lorsque, au niveau de l'économie cacaoyère ou de l'anacarde, nous avons eu pendant une bonne période des prix qui ont permis donc, de pouvoir servir donc, aux populations jusqu'à 1100 francs le kilo. Qu'aujourd'hui, l'anacarde est achetée donc, autour de 700-800 francs. Tout ça, c'est de la redistribution donc, de la croissance. Et tous les emplois qui ont pu être créés par l'activité économique, c'est aussi de la redistribution de la croissance. Mais je veux bien admettre qu'il y a encore des besoins qui sont importants à satisfaire. Depuis la réforme de 2013, on a enregistré des embellis qui ont permis certainement de constituer des fonds de stabilisation. Et cette année, pour la première fois, donc pour la campagne intermédiaire que les paysans vivent, le kilogramme est passé de 1100 francs à 700 francs. Alors, est-ce que les fonds qui avaient été constitués en période grasse étaient insuffisants pour soutenir le prix pendant cette campagne intermédiaire? Oui, alors, je voudrais rappeler ce qu'a été l'engagement du président de la République vis-à-vis des paysans. Son engagement a été de dire « Je vous garantis que je vous paierai 60% du prix international du cacao ». Ça, c'est l'engagement du chef de l'État. Lorsque les cours étaient à la hausse, on a pu servir aux Ivoiriens 60% et on est monté jusqu'à 1100 francs le kilo. On a aussi, par prudence, pu avoir des réserves au niveau de stabilisation. Lorsque les cours ont baissé, ils ont baissé pendant la campagne principale. Et nous avons eu quasiment 4 mois de la campagne principale, c'est-à-dire quasiment de novembre jusqu'à mars, où nous étions en soutien. Ou si on voulait appliquer la réalité des prix, les prix devaient baisser aux paysans. C'est grâce aux réserves de stabilisation que nous avons pu soutenir les prix et les conserver à 1100 francs jusqu'au 31 mars 2017. Et ce coût a été d'environ 293 milliards de francs CFA pour soutenir le prix et permettre de payer 1100 francs jusqu'à la fin de la campagne principale. Après, nous avons la campagne intermédiaire où nous avons eu cette chute des prix, comme vous le savez. Et je vous ai dit que l'engagement du président a été de payer 60% du prix. Donc aujourd'hui, l'application de cette formule de 60% du prix international nous a amené au prix de 700 francs. Et moi, je me réjouis d'une chose, en tout cas, c'est de dire que on doit saluer nos braves paysans. On doit les saluer et on a mal au cœur, comme le président a eu l'occasion de le dire lorsqu'il a reçu les femmes. Voici des gens qui ont travaillé, qui travaillent toujours et qui font du cacao de bonne qualité, mais qui sont victimes simplement de retournement au niveau du marché mondial. Ce retournement du marché mondial a fait que nous avons été obligés de fixer ce prix de 700. Nous avons bon espoir que les prix pourront remonter, mais en tout état de cause. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut maintenant que nous puissions engranger au niveau national le maximum de valeur ajoutée par rapport à la filière cacao. Que nous devons transformer notre cacao sur place, avoir le maximum de revenus, ce qui nous permettra de pouvoir servir aux paysans des prix qui seront un peu plus en rapport avec tous les revenus que notre pays peut tirer du cacao. C'est tout le sens de la transformation du cacao que le président demandait que nous puissions initier. Au mois de février dernier, justement, il a été annoncé un audit. L'audit porte sur quoi? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, l'audit porte de manière bien spécifique sur le système de commercialisation.
nous avons, en plus, au cours donc, de cette période, assisté à un engorgement donc, au niveau de la sortie donc, du cacao. Et donc, nous avons décidé de faire un audit tant sur la commercialisation intérieure que sur la commercialisation donc, extérieure, pour nous permettre donc, de comprendre pourquoi nous n'avons pas prévu donc, cette augmentation de la production telle qu'elle a été donc, vécue. Puisque vous savez, au moment où on fixe donc, les prix, nous avons donc, des prévisions donc, de récolte. Et nous devons avoir des prévisions de récolte qui soient les plus proches possibles donc, de la réalité. Ça aide à prendre donc, les décisions. Donc un élément donc, de cet audit sera de comprendre pourquoi est-ce qu'au niveau des prévisions de récolte, nous avons eu donc, une défaillance. Donc nous devons faire donc, cet audit et les résultats seront disponibles pour le mois de septembre pour permettre que nous puissions tirer tous les enseignements avant le début donc, de la campagne prochaine qui va commencer au 1er octobre donc 2017. La Côte d'Ivoire s'avoue le fait d'être le premier pays producteur d'anacarde avec 700 000 tonnes, vous l'avez dit. Et vous êtes d'accord aussi que la richesse se trouve dans la transformation. 100 grammes de cacao, c'est 100 francs. 100 grammes de chocolat, c'est 1500 francs. Nous sommes premier pays producteur d'anacarde il y a 2 ans sur 2 campagnes. Comment éviter le piège de la transformation au niveau de l'anacarde? Ça, c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes premier pays producteur d'anacarde. On peut en être fier. Mais comme vous l'indiquez, nous ne transformons aujourd'hui qu'environ 7% donc, de ce que donc, nous produisons. Au dernier Conseil des ministres, d'ailleurs, des décisions ont été prises donc, afin de permettre à ceux qui sont déjà installés au niveau de l'industrie locale d'avoir donc un accès plus facile donc, à la noix de cajou. Donc ceci pour un coût de 4 milliards de francs CFA. Donc il y a des décisions qui ont été prises. Mais nous avons un plus grand projet où nous voulons installer dans les zones de production d'anacarde des zones industrielles. À Boaké, à Bondoukou, à Korogo, à Séguéla. Donc qui sont des zones où nous voulons installer des zones industrielles qui seront donc de superficie autour de 15 à 25 hectares. Et inciter donc l'installation d'usines de transformation de 3 000 à 10 000 tonnes environ, donc dans toute cette zone, avec donc des incitations donc fiscales donc pour les transformateurs. Et nous avons donc même une incitation de 400 francs par kilo d'amande qui soit produite, donc qui sera faite au niveau donc, des industriels. Donc notre objectif est avec donc, toute cette infrastructure qui permettra donc, de mutualiser les moyens donc, des opérateurs, donc de diminuer donc, leurs coûts au niveau de transformation dans ces zones industrielles nouvelles, donc de pousser la transformation de l'anacarde à au moins 50% donc, à l'horizon 2020. Donc nous avons une politique donc, à la matière et elle va s'accompagner aussi de prêts donc, bonifiés aux opérateurs économiques avec des taux réduits donc pour leur permettre donc, de pouvoir accéder donc, à la matière première. Pendant les 100 jours que vous venez de passer à la primature, il a été aussi question d'agro-business. Beaucoup d'Ivoiriens estiment que l'État s'est invité ou s'est mêlé de ce qui ne le regarde pas. Alors, est-ce que l'État avait vraiment un rôle à jouer dans une affaire privée? L'agro-business, je dirais étymologiquement, ben, c'est une bonne chose. Je crois comprendre que depuis 2008-2009, des gens ont constitué des sociétés donc, pour faire de l'agro-business, en commençant vraisemblablement par l'EVA. Peut-être que cela a marché donc, pendant un moment. Après, ces mêmes personnes auraient déclaré qu'elles s'occupent maintenant de spéculations qui ont des retours sur de courtes périodes, le piment, la tomate, et donc que sur 3 ou 6 mois, donc, on pouvait donc, planter donc, du piment, de la tomate et donc, avoir donc, des revenus. Jusque-là, donc, c'est possible. Mais le vrai problème est apparu à partir du moment où elles se sont détournées de la réalité de l'objet qui était de faire donc, du business agricole en faisant, donc, je dirais, un appel public à l'épargne. Et ça, c'est réglementé. Vous ne pouvez pas donc appeler donc, l'épargne des gens. Ne pas investir de manière réelle donc, dans l'agriculture
et commencer à faire donc, de cette spéculation. Vous prenez les revenus donc, de ceux qui payent pour pouvoir donc, servir ceux qui se sont donc, enregistrés donc, auparavant. C'est un système qui ne pouvait de toutes les manières donc, pas durer. Donc l'État était fondé d'intervenir au moins pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a eu une transformation en termes d'activité. Il y a eu une activité qui aurait pu être légale et exercée. Et en fin de compte, on s'est aperçu que ce n'était plus une activité légale qui était exercée, puisqu'il y avait une activité qui était régie donc, par d'autres textes qui étaient faits. C'était donc un appel public à l'épargne, ce qui n'était pas légal. La deuxième chose, le modèle en lui-même était condamné de toutes les manières donc, à l'échec, puisque ce sont les cotisations des nouveaux qui étaient prises pour donc, donner des ressources aux autres. Et donner des ressources dans des proportions qui, de toutes les manières, donc, ne pouvaient pas permettre que le système puisse tenir. Si l'État n'était pas intervenu, qu'est-ce qui serait passé? Au-delà de la question de la légalité de l'activité, c'est que ce serait un plus grand nombre d'Ivoiriens qui seraient donc allés mettre leur épargne. Le système se serait donc arrêté. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir donc 48 000 Ivoiriens qui sont concernés, ça aurait pu être demain plus de 100 000 donc, Ivoiriens qui seraient concernés par cette situation. Vous voulez dire que l'État de Côte d'Ivoire a donc anticipé, mais le problème c'est qu'ils se disent que les souscripteurs n'ont pas porté plainte en fait. Il n'y avait pas de souci. Non, il y avait un souci sur la légalité d'abord de l'activité, puisque je vous ai dit, vous allez déclarer donc, une activité, vous avez un récépissé pour l'exercer. Et vous sortez, je dirais, de l'activité pour laquelle vous avez eu donc, un récépissé et vous faites autre chose. Donc il y avait un problème de légalité qui a été soulevé donc, par le CENTIF. Donc, et on pouvait se poser des questions s'il n'y avait pas même de blanchiment d'argent. Donc il y avait donc un problème. Il y avait donc un problème au niveau sous-régional, donc au niveau donc, du CREP-MF. Donc il y avait un problème au niveau du marché financier. Donc toutes les structures donc, chargées donc, de la régulation donc, se sont rendus compte qu'il y avait donc vraiment un véritable problème avec cette activité. Donc il y avait un problème donc, légal. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de la légalité, si le système donc, était resté en l'état, on aurait eu un plus grand nombre d'Ivoiriens qui se seraient donc inscrits. Et le risque, c'était d'avoir un plus grand nombre de personnes qui se retrouvaient dans la situation d'aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis, c'est que je ne lance pas la pierre à ceux qui ont souscrit. Je dis qu'il y a eu donc un abus de confiance. Donc ceux que les promoteurs de cette affaire ont abusé, et je dirais donc des souscripteurs, et abusé même des structures, donc comme les banques dans lesquelles donc, les dépôts étaient faits. Les banques se sont rendues compte, après une année, nous avons reçu des courriers de banques donc, où les fonds étaient logés, qui, au cours de l'année 2015, ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des mouvements donc, sur les comptes qui posaient problème. Et c'est comme ça que l'attention a été attirée au fur et à mesure et que les structures de régulation ont pris donc, les décisions qui s'imposaient. Aujourd'hui, donc, la situation est la suivante. Il y a environ 48 000 personnes qui sont concernées. Il y a environ 100 milliards donc, de capital donc, à rembourser. Et il y a environ 24 milliards de francs CFA qui sont disponibles. Si encore on avait donc, les ressources qui étaient disponibles, on aurait pu dire que l'État s'est invité donc, alors que les ressources sont disponibles. Mais le simple fait de savoir qu'il n'y a que 24 milliards de disponibles pour 100 milliards donc, de capital investi, c'est la preuve que les ressources ont été détournées et sont ailleurs. Donc aujourd'hui, la responsabilité donc, de l'administrateur séquestre qui a été nommé est de payer les souscripteurs en proportion des ressources qui sont disponibles. Mais l'État se donne donc le devoir de tout faire pour retrouver les fonds partout où ils se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et au fur et à mesure que ces fonds donc, seront retrouvés, donc les personnes qui ont souscrit seront remboursées de telle sorte que le maximum puisse se retrouver, donc, je dirais, au mieux dans leur capital souscrit, mais en tout cas la plus forte somme donc, par rapport à ce qu'elles ont pu souscrire comme capital. Le sujet nous amène à poser une question sur l'argent. Parce qu'en réalité, tout cela tourne autour de l'argent. Vous avez parlé donc d'investir, d'épargner, de spéculer, vous avez parlé des souscripteurs. La question que je vous pose, M. le Premier ministre, c'est vrai qu'on le dit, l'argent ne fait pas de bruit. Et le président de la République a l'art de dire que l'argent travaille. L'argent travaille, mais la question que les Ivoiriens se posent, et vous l'en posez donc tantôt dans le sujet sur la cherté de la vie, c'est où est l'argent? L'argent travaille, oui. C'est sûr, puisque donc, ça, on l'a déjà on l'a vu. Mais le croissance, 8%, amélioration des conditions de vie, mais enfin, les gens cherchent l'argent. Et c'est pour ça que des initiatives comme celle-là, comme l'agrobusiness, peut peut-être avoir des souscripteurs en masse. Non, encore une fois, investir dans l'agriculture,
donc, n'est pas donc, une mauvaise chose. Tout à fait, en soi. Donc je suis persuadé qu'en 2008-2009, il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, sont allés donc, investir parce qu'ils voulaient avoir des plantations de VA. Et peut-être que cela a été donc, le cas. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu donc, un détournement de mission. Il y avait une activité et une autre activité a été faite à la place qui, elle était totalement illégale. Alors maintenant, l'argent. L'argent. Ouais. Moi, je vous dis que la croissance économique a un sens. Je dis qu'elle crée donc, des marges donc, budgétaires, que nous travaillons donc, à faire en sorte que cela soit investi donc, pour que le quotidien des uns et des autres s'améliore. Donc, j'étais au campus d'Abobo à Djamé pour lancer la couverture donc, maladie universelle. Je pense que ça aussi, c'est un endroit où va l'argent. Si demain, on arrive donc à se soigner, à avoir accès donc à des soins dans des conditions donc, qui soient donc, un peu moins difficiles qu'aujourd'hui, je crois que ça, c'est aussi une destination donc, de l'argent. Je vous ai parlé donc, de ce que nous avons fait donc, avec la décision du président du déblocage donc, des salaires. On ne va quand même pas me dire qu'au niveau des fonctionnaires, de 2012 à 2016, tout ce qui a été fait, c'est quand même un coût de 616 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est bien donc, de l'argent. Ça a été dégagé grâce donc, aux marges budgétaires qu'on a eues avec la croissance. Le coût annuel donc, de toutes les mesures qui ont été prises au niveau donc, du déblocage, c'est 244 milliards donc, chaque année de plus. Donc, et vous avez qu'en même temps, la décision a été prise donc, du déblocage indiciaire. Maintenant, les fonctionnaires, ils avancent tous les 2 ans. Mais tous les 2 ans, c'est environ 15 milliards de francs CFA, donc de plus sur la masse salariale. Mais ça, c'est de l'argent. Voilà, on a parlé d'argent. Il se trouve que pour le gouvernement, souvent l'argent est disponible. Mais il a du mal à l'absorber. Le taux de décaissement au niveau de la Banque mondiale, c'est autour de entre 19 et 20%. Le CDD, qui réalise le meilleur taux de décaissement, c'est 85%. Et je dis au passage qu'il est piloté par la primature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème pour qu'on n'arrive pas à capter donc cet argent qui est disponible au niveau des bailleurs de fonds? On n'a pas eu des taux de décaissement aussi faibles tout le temps. Nous avons connu, donc, il y a 3-4 ans, des taux de décaissement qui étaient supérieurs à 57% au niveau donc, des projets Banque mondiale. Mais ce que vous dites est totalement vrai. Nous constatons donc, un infléchissement. C'est pour cela que j'ai tenu donc, une réunion avec tous les coordonnateurs de projets Banque mondiale, avec le directeur des opérations de la banque. Et nous avons pris donc, des décisions. Un suivi donc, trimestriel par le ministère de l'économie et des finances, un suivi mensuel de tous ces projets donc, par la primature, et j'ai même décidé de mettre en place une équipe informelle Banque mondiale, donc Côte d'Ivoire, pour lever tous les obstacles qui apparaîtraient. Donc, parce que ça n'a pas de sens d'avoir des opportunités comme nous avons, de ressources qui ne coûtent pas cher, pour pouvoir donc, travailler et investir pour améliorer le quotidien donc, de nos compatriotes et de ne pas décaisser donc, ces sommes-là. Donc ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais nous prenons donc des dispositions pour que tous ces projets donc, puissent être bien exécutés. Et je le dis, le jour donc, où nous avons fait cette réunion, qu'on n'hésitera pas une seule seconde à mettre fin aux fonctions de tous les coordonnateurs qui ne seront pas capables de remplir les objectifs qui auront été fixés. Il y a des contrats de performance. Non, je pense qu'il y a un problème d'efficacité global que nous avons constaté, surtout donc, au cours de l'année dernière. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles nous allons apporter des corrections. Mais je le dis encore tout net, s'il y a un projet que je ne vais pas citer, où un problème de gouvernance a été signalé, la personne a été, on a mis fin à sa fonction donc, de manière immédiate. Mais je l'ai dit donc à tous les coordonnateurs et de manière claire. Tous ceux qui ne seront pas performants, puisque maintenant il y a des contrats de performance qui vont être établis en disant les niveaux de décaissement devraient être de tel ordre, de tel horizon. Tous ceux qui ne seront pas performants, nous mettrons fin à leur fonction sans aucune hésitation. Vous nous dites, l'une des priorités du gouvernement, c'est l'emploi. Et qui dit emploi, dit donc aussi secteur privé. D'après une étude, le baromètre du secteur privé qui a été donc mené par le cabinet ivoirien ES Partners sur près de 4200 entreprises sur le plan national l'année dernière, il ressort que 91% des PME ivoiriennes disent avoir un besoin de financement. Et pourtant, la même étude montre bien que seulement le tiers fait la démarche d'aller en demander auprès des banques. Et leurs raisons, M. le Premier ministre, sont de 3 ordres. Absence d'information. Par exemple, absence de compétences donc, pour monter des dossiers bancables et surtout la conviction que de toutes les manières,
elles n'auront pas accès au financement. Alors, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a réussi l'année dernière donc, à fédérer les banques et les institutions financières autour de l'initiative et se sont donc engagées. Est-ce que l'État ne pourrait pas s'engager aussi auprès des banques pour accompagner le développement des PME pour qu'il y ait un vrai tissu économique qui permette de créer des emplois, puisque vous parlez des priorités de votre gouvernement? Non, je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée que quand nous parlons de création d'emplois, très clairement, c'est sur le secteur privé que nous comptons. C'est pour cela que depuis, je vous parle d'environnement, des affaires, de compétitivité, etc. Alors, concernant les PME, c'est sûr que les PME vont constituer un fort gisement, je dirais, d'emplois. Plusieurs initiatives ont été prises déjà par le gouvernement lui-même, au niveau du Code des marchés publics. Nous avons diminué les conditions en ce qui concerne les PME, au niveau notamment des cautions à fournir. Elles sont moins rigides pour les grandes entreprises. En termes de compétitivité, nous avons même admis l'idée que dans un marché public, lorsque une PME a un coût par rapport à une entreprise grande, supérieur d'environ 5%, elle peut être déclarée adjudicataire. Il y a des mesures que l'État lui-même prend pour encourager les PME. Mais ceci étant, vous posez le problème je dirais, du financement. Dans la réunion que j'ai eue à Washington avec la SFI, c'est une question que nous avons abordée. Et nous avons vu avec la SFI comment elle pourrait mettre au niveau des banques locales des lignes de financement dédiées spécifiquement aux PME. Elle est totalement favorable à cela. Ce que je veux demander à nos PME, c'est qu'elles aussi se donnent les moyens, je dirais, d'être des entreprises qui puissent compétir. Parce que la vocation n'est pas seulement de rester PME. Il faut que dans leur propre organisation, elles s'organisent et que nous puissions les accompagner. Parce que c'est quand même un élément où on doit, je dirais, se donner la main. L'État ne peut pas tout faire et promouvoir l'inefficacité, mais l'État ne peut pas aussi laisser des entreprises qui peuvent être efficaces au niveau des PME ne pas avoir la chance d'avoir accès à des financements et à des marchés. C'est un travail que nous devons faire ensemble et je dois vous dire que le ministère chargé du commerce et des PME y travaille. Le financement, je vous ai déjà dit la solution que nous envisageons avec la SFI. La formation au niveau des PME, nous sommes en train de créer une grande agence de promotion des PME qui est un projet qui est en cours. On va suivre ces réactions des populations sur le coût de la vie. On va les écouter. Pas mal de personnes constatent que vraiment, aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Voilà, la vie est devenue très chère. Pratiquement, on ne peut plus payer sur le marché, que ce soit dans le vivrier, que ce soit dans d'autres domaines. Vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que l'État fera son mieux pour vraiment remédier à cela. Voilà, ça c'est le souhait des Ivoiriens. Bien avant qu'il soit nommé, il y a eu des remous sociaux concernant l'électricité, concernant un certain nombre, je vais dire, de produits qui touchent directement la population. Est-ce que vous voyez? Et ces manifestations ont montré que le président a pris même des mesures pour rembourser en ce qui concerne l'électricité. Il a pris des mesures et ça nous a tous plu. Mais ce qui n'a pas été bien totalement, c'est dans l'application de la mesure, est-ce que vous voyez? Nous, on a été au regret de constater qu'au village même, vous voyez, des villageois qui ne sont pas habitués à payer des factures qui sont au-dessus de 10 000, du coup, nous appellent en ville ici à renfort. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Quelles sont vos solutions pour essayer de résoudre la cherté de la vie et les conditions de loyer aussi, qui sont un véritable fléau pour la population ivoirienne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts? Des questions posées directement au Premier ministre. Alors, concernant la cherté de la vie, je voudrais dire que le gouvernement a regardé la question. Quand on regarde les dépenses, je dirais, des ménages,
on se rend compte effectivement qu'il y a 3 postes qui sont extrêmement importants. Donc celui donc, du transport, celui du logement et celui de l'alimentation. Donc ce que nous avons décidé, c'est de nous focaliser très clairement sur des solutions donc, concernant donc, ces 3 éléments. Sur le transport, notamment pour la ville d'Abidjan, où les difficultés de transport donc, sont plus élevées qu'ailleurs, et où, avec les ruptures de charge, on est obligé de prendre un Wara pour aller d'un endroit à un autre, prendre après un autre pour aller, etc. Nous nous sommes rendus compte que l'un des problèmes, c'est le fait que la Sotra donc, est aujourd'hui en difficulté. Et c'est ainsi que le gouvernement donc, a décidé de lancer un vaste programme d'acquisition donc, de bus Sotra. Et nous avons, donc, le 5 avril dernier, réceptionné 137 donc, bus donc, qui ont été donnés. Et pour la fin du mois de juin, nous aurons donc 500 nouveaux bus. Donc ces 500 bus, c'est sur un plan d'acquisition de 2000 bus d'ici 2020. Et nous sommes en train de travailler à nouveau avec le groupe Tata et Exim Bank Inde pour la livraison en 2018 d'une nouvelle tranche donc, de 500 bus. Nous travaillons à cela. Nous avons dit d'ailleurs que pour cette nouvelle tranche de 500 bus, il est important qu'ils mettent en Côte d'Ivoire une usine de montage donc, pour que ça crée des emplois donc, ici en Côte d'Ivoire. Ça nous permet pour la fin de l'année 2018 d'arriver à environ 1 million de bus. Et nous sommes en train de travailler à l'acquisition sur 2019 et 2020 d'un autre millier donc, de bus avec donc, des partenaires donc, norvégiens. Après, il y a la question donc, du logement, qui est une question que l'on peut voir à 2 niveaux. Il y a ceux qui louent, donc qui ne peuvent pas tout de suite accéder à la propriété, et qui, eux, ont des problèmes quotidiens, puisque quand vous allez, on vous demande de payer 6 mois donc, de caution, 6 mois de loyer. Donc le gouvernement est en train de travailler pour essayer de mettre de l'ordre aussi donc, sur cette question. On ne peut pas demander donc, aux uns aux autres pour se loger de payer donc, de telles sommes. Donc nous sommes en train de travailler pour que tout cela donc, puisse être réglementé. Mais il faut éviter d'avoir aussi une réglementation qui sera de nature à décourager ceux qui investissent pour qu'on ait une offre de logement qui elle-même est un facteur de baisse donc, du prix des loyers. Donc nous allons trouver le bon équilibre et le ministère de la Construction et du Logement travaille aujourd'hui sur un contrat de bail donc, type avec tous les mécanismes qui permettront donc de voir où ce contrat de bail devra être donc validé. Et pour ceux qui veulent donc acheter... Et maintenant, vous avez la deuxième partie, c'est ceux qui veulent donc acheter. Et quand l'État se mêle de construire des maisons, on n'a pas forcément les bonnes solutions aussi. Non, l'État ne s'est pas mêlé de construire donc, des maisons. Donc l'État a initié un programme, donc le logement social, mais ce n'est pas l'État qui construit. Une ordonnance a été prise qui indique quels sont donc, les avantages fiscaux qui sont accordés aux promoteurs donc, qui font des logements avec des proportions qui sont 60% de logements qui sont sociaux et 40% de logements économiques. Puisque pour ceux qui font du grand standing, on n'a pas besoin donc, de leur faire un dégrèvement fiscal. Ils ont les moyens de payer. Mais pour les autres, donc, une ordonnance a été prise pour dire quels sont les avantages fiscaux auxquels les promoteurs ont droit lorsqu'ils font des logements qui sont sociaux et des logements donc, économiques. Ce programme a été lancé. Il était très ambitieux, puisqu'on parle de 60 000 logements. Aujourd'hui, de manière extrêmement précise, on a environ 10 000 logements donc, qui sont achevés ou en voie d'achèvement. 4 000 vraiment achevés, 6 000 en voie d'achèvement. Vous me direz que par rapport aux 60 000, donc c'est peu, mais je vais noter que pendant très longtemps, on n'avait pas encore eu de logements sociaux donc, dans le pays. Donc c'est un redémarrage de l'activité. Mais ça nous a permis d'appréhender la complexité quand même donc, du dossier. Parce qu'un logement, c'est quand même régler le problème de l'accès donc, au foncier. Construire des logements, c'est après aussi régler donc, le problème de l'amener d'eau et d'électricité, qui dépendent d'autres ministères. Un logement, c'est aussi voir au niveau donc, de la banque comment donc, on finance à des taux qui sont réduits avec un allongement de la durée donc, des prêts pour que donc, les mensualités... Donc c'est quand même un dossier donc, qui est d'une grande complexité et aujourd'hui nous sommes en train de faire le point pour relancer, donc, en tirant expérience de ce que nous avons vécu, donc, le programme donc, le logement donc, social. Je voulais vous permettre de suivre cet élément que nous avons conçu concernant le transport et le logement et vous allez revenir pour donner quelques éclairages. Nous allons nous suivre donc ce reportage.
Se loger à Abidjan, on ne le dira jamais assez, constitue un véritable parcours du combattant. La population est très nombreuse et les logements ne suffisent plus. Les difficultés pour trouver des logements ne sont pas vraiment liées à la logistique sur place. Mais c'est plutôt lié aux habitudes des personnes qui cherchent des maisons pour les autres. Surtout pour les problèmes de caution. Vraiment, c'est très pénible. Coût élevé de caution, avance de loyer exagéré, le tout couronné par des frais d'agence supportés par le locataire. L'État avait pris des initiatives pour recadrer ce secteur-là. Les locataires ne devaient plus payer 1 an. Ça devait être 2 mois de caution et puis 1 mois d'avance. Acquérir une maison n'est pas plus facile. Le prix du mètre carré grimpe au gré de la demande. Nous avons en banlieue Songon qui se retrouvait avec un mètre carré à moins de 500 francs. Nous le trouvons, le mètre carré à Songon, à près de 3000 francs, avec une attestation villageoise. Et nous avons, avec un site approuvé, à 3 500 000 pour 500 mètres carrés de découpage, de morcellement. Mais c'est un peu trop. Pour aider les populations abidjanaises, le gouvernement initie la politique des logements sociaux. Pour la Chambre des aménageurs urbains et des promoteurs constructeurs, l'État doit s'impliquer davantage pour leur permettre de répondre aux attentes des demandeurs de maisons. Nous sommes prêts à faire une caravane de visite. Le seul problème, ces maisons ne sont pas habitables parce que le réseau primaire n'est pas réalisé. Nous l'avons dit au ministre. Le constat est là. 6 ans après le lancement du programme de logements sociaux, les préoccupations des Ivoiriens en la matière vont grandissantes. Sous l'impulsion du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le trafic lagunais a été libéralisé. La société de transport abidjanais Sotra a acquis de nouveaux autobus. Maintenant, on gagne les bus vite pour aller à la maison. Avant, il me réveillait à 5 heures. Bon, maintenant, on m'est arrivé le nouveau bus. En tout cas, je peux me lever n'importe heure, je gagne un bus facilement, je viens au travail. En 100 jours, fait remarquer le directeur général du patronat des transporteurs de Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son gouvernement ont accéléré les projets. On a été agréablement surpris de voir que l'autoroute du Nord, qui avait un côté qui était déjà dégradé, a été repris. La deuxième chose, c'est que dès sa nomination, le Premier ministre a fait de la construction des infrastructures routières une priorité. L'axe Tiasalé, Divo, Lakota, Gagnoa a été lancé. Le Premier ministre a lancé la continuité de l'autoroute, c'est-à-dire l'axe Yamsokro-Tiebiso a été donc lancé. La réactivation du règlement 14 de l'UEMOA pour lutter contre les surcharges de nos camions. Nous notons la volonté du Premier ministre et du gouvernement de faire en sorte que notre secteur d'activité puisse être un secteur dont l'environnement est assaini. Avec l'actuel chef du gouvernement, dira cet opérateur économique, c'est la continuité de l'État et le dynamisme dans les affaires. Très franchement, ça bouge. Il y a un regain de confiance par rapport à nos fournisseurs, à notre clientèle. Nous nous préparons déjà pour tripler nos importations. Des avancées, on enregistre dans le secteur des transports, mais de gros problèmes demeurent. Vraiment, les conducteurs ne respectent en majorité pas le code de la route. On a l'impression qu'il n'y a pas de loi, les individus marchent sur la loi. On a l'impression que les hommes sont au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. À ce décor sombre s'ajoute le nombre pléthorique de syndicats d'auxiliaires de transport dans les gares et sur les lignes encore appelées Niambro et le désordre à Adjamé, la commune marchande. Monsieur le Premier ministre, les efforts vont se poursuivre au niveau du logement, des transports. Non, le diagnostic que nous venons de voir est celui que nous avons posé. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un dossier qui est complexe. Il y a quelques années, c'était l'État, donc avec la SOGEFIA en son temps et la SICOGI qui étaient donc, les principaux constructeurs en matière de logement social. Donc, comme vous le savez, la SOGEFIA a disparu, elle n'existe plus. Et nous avons donc lancé ce programme de logements sociaux avec des promoteurs privés. Donc, je vous ai indiqué, on se rend compte que c'est une question qui concerne beaucoup de ministères, qui fait appel à la résolution de plusieurs problèmes. Et tout à l'heure, vous avez d'ailleurs un des téléspectateurs qui a dit on réalise des logements et on a un problème d'amener au niveau des voiries. Donc c'est toutes ces questions aujourd'hui que nous appréhendons de manière beaucoup plus concrète.
On a 10 000 logements qui sont aujourd'hui en voie donc, de livraison, donc je vous l'ai dit. Et nous avons demandé, donc, avec le nouveau gouvernement, au ministre de la Construction et du Logement, donc, de nous faire une nouvelle proposition de relance donc, en ce qui concerne donc, les logements sociaux. Alors pour cette relance, nous allons donc prendre en compte clairement donc, les problèmes avec une accélération pour la question des fonciers. Vous savez qu'il y avait donc à Kassamblé, Songo Kassamblé, un projet pour des raisons de foncier qui était bloqué depuis 7 mois. Donc qui vient d'être débloqué et qui redémarre donc, à la date d'aujourd'hui. Donc nous allons avec la CIE d'un côté pour ce qui concerne l'énergie, avec la SODECI de l'autre côté pour ce qui concerne l'eau, travailler pour que les amenées d'eau et d'électricité dans le cadre de ces projets de logements sociaux se fassent donc dans les conditions les plus efficaces. On a aussi à la charge de l'État la question donc, des voiries primaires. Donc nous travaillerons donc avec le ministère des Infrastructures économiques de telle sorte que toutes ces questions puissent être réglées. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous sommes d'accord, nous avions un objectif donc, de 60 000 logements. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 donc, qui sont donc, disponibles. Donc il y a un effort à faire pour qu'on ait une bonne offre de logement donc, social pour baisser le coût d'accès au logement par les Ivoiriens. Puisque je vous ai dit que pour ce qui concerne le coût de la vie, nous avons bien identifié que le logement est une question donc, principale. Donc le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger a décidé d'en faire donc, une priorité. Donc bientôt, nous adopterons en Conseil donc, des ministres la nouvelle stratégie donc, à la matière qui est fondée sur les points que je viens de vous évoquer. Avec, comme je vous ai dit, le problème donc, du financement donc, qui devrait permettre d'avoir des crédits à des taux qui sont modifiés. Donc nous espérons arriver à des taux autour de 5,5% et des durées donc, de remboursement donc, au moins donc, de 20 ans, donc 20-25 ans. Donc c'est tout ce travail donc, qui est en cours et moi j'ai foi que ce programme reprendra et que nous allons donc répondre aux aspirations donc, de nos populations. Monsieur le Premier ministre, avant d'aborder le volet social, quelles sont donc, au vu de tout ce qui a été dit, les perspectives qui s'offrent à l'économie nationale? Moi, ce que je peux donc, vous dire, c'est que les fondamentaux de l'économie ivoirienne, je pense, sont vraiment solides. Que cette croissance que nous avons et que nous pouvons projeter donc, sur la période qui s'ouvre à nous jusqu'en 2020 donc, est une croissance qui montre bien donc, la solidité donc, de notre je dirais, économie. Mais nous avons donc à faire aussi face à des défis. Nous avons à faire face donc, à des défis. Je suis convaincu qu'avec un environnement des affaires donc, que nous allons continuer d'améliorer. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, nous avons été classés parmi les 10 pays les plus réformateurs avec un environnement des affaires que nous allons améliorer. Avec, je dirais, tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'industrialisation de notre pays, avec tout ce que cela représentera comme création d'emplois. Moi, je demeure donc convaincu que notre pays, au plan économique, qui est solide aujourd'hui, le restera donc pour de longues années et que cette croissance continue permettra de réduire de manière très forte la pauvreté en Côte d'Ivoire et nous faire donc atteindre l'émergence à laquelle nous aspirons tous. Moi, j'ai foi donc à l'économie de notre pays. Tous les indicateurs donc, le montrent, mais je sais que nous devons continuer donc, de travailler de telle sorte que la redistribution donc, soit de plus en plus donc, perçue par donc, les Ivoiriens. Mais encore une fois, nous avons déjà fait pas mal, mais il reste encore beaucoup à faire et c'est naturel. Selon une enquête, il ressort que le système sanitaire en Côte d'Ivoire ne se porte pas bien, selon donc des Ivoiriens interrogés sur toute l'étendue du territoire. Et ce système est un grand malade en matière de qualité de service, de plateau technique et de coût des prestations. C'est votre constat, Monsieur le Premier ministre? Sur la question de la santé, nous en faisons une priorité. Vous avez noté vous-même que dès que j'ai pris fonction, l'une de mes premières sorties a été d'aller visiter donc, un hôpital. Je suis allé au CHU de Treichville et après donc, à l'hôpital général donc, de Port-Bouilly. Pour la question de la santé, je pense que nous devons donc, travailler très clairement donc, sur la question des infrastructures donc, sanitaires, de leur équipement. Ça me paraît donc important. Deuxièmement, nous devons donc travailler sur la question donc, des médicaments. Et ça, c'est une question, je crois, qui est aujourd'hui réglée avec la nouvelle pharmacie de la santé publique. Où vous devez savoir que
un médicament qui coûte 100 à la pharmacie de la santé publique coûte 160 donc dans le secteur privé. Et cette pharmacie a été restructurée et aujourd'hui, nous avons donc des médicaments. Nous devons travailler aussi donc, sur, je dirais, le comportement en général de tout le personnel donc, médical. Ce n'est pas simple à dire, mais je crois que parmi les questions que les Ivoiriens aussi donc, se posent, il y a donc la manière dont ils sont reçus, la disponibilité donc, du personnel, auquel je ne vais pas lancer de pierre parce que je sais qu'ils font déjà beaucoup. Mais la perception, en tout cas, de nos populations, c'est qu'il y a quand même donc, un problème. Donc nous devons donc continuer donc, de travailler donc, sur la question donc, du personnel. Mais pour cela, nous devons aussi les mettre dans un environnement de travail qui soit donc, le plus efficace. C'est pour cela que tous ces programmes de réhabilitation, de construction d'infrastructures doivent être poursuivis. Vous savez qu'en 2013, donc, un vaste programme avait été initié. Un peu plus de 120 milliards ont été donc, investis. Il y a des hôpitaux donc, qui ont pu être ouverts, que ce soit au niveau de Moscati, au niveau d'Adjamé. Nous allons ouvrir bientôt l'hôpital d'Angré. Mais nous devons donc poursuivre donc, ce travail en ce qui concerne donc, les infrastructures sanitaires. Nous avons, avec la couverture maladie universelle qui est en train donc, de se préciser, donc, un besoin de remettre tout le plateau technique donc, à niveau. Et nous sommes en train de travailler parce que si les gens payent 1000 francs par mois et par personne, ils seront donc en droit d'attendre un service, je dirais, donc, de qualité. Donc ce sont les engagements donc, que nous avons pris, donc nous y travaillons. Je sais qu'il y a des problèmes, c'est pour cela que je suis allé moi-même constater. Je voulais indiquer que nous avons un conseil présidentiel qui a été programmé. Nous sommes encore en train de travailler au niveau du gouvernement pour trouver toutes les solutions les plus efficaces avant d'aller les soumettre donc, au chef de l'État. Ben, je comprends que ce soit une préoccupation, elle est aussi donc, la nôtre, et nous y travaillons donc d'arrache-pied. Mais j'ai foi que nous allons trouver donc, des solutions aussi. La politique du gouvernement s'appuie sur un trépied, avoir de l'électricité abondante, avoir de l'électricité de qualité, et puis avoir de l'électricité bon marché. Il se trouve qu'il est annoncé une augmentation de 3% du prix de l'électricité aux industriels, aux grands consommateurs pour le mois de juillet, Monsieur le Premier ministre. Et on parle même de 2018 au niveau de la majorité de la population. Qu'est-ce que vous en dites? En termes donc de décision, ce qui est étudié à la date d'aujourd'hui, c'est la décision d'une augmentation au maximum de 3% donc, pour les industriels donc, en juillet. Donc ça fait l'objet d'échanges entre le ministre donc, en charge de l'énergie, le ministre en charge de l'industrie et les industriels, donc, dans un dialogue normal donc, entre les opérateurs économiques et donc, le gouvernement. Mais ce que je veux, moi, quand même préciser, parce que je suis obligé de le dire, produire, transporter et distribuer de l'électricité, ça a un prix. Ça a un coût, si l'on peut dire. Si nous n'avons pas un secteur donc, électrique qui a une bonne santé donc, financière, nous ne pourrons pas avoir les investissements que nous voulons, notamment au niveau de la production, pour permettre de fournir de l'électricité aux Ivoiriens. Et si donc, nous n'avons pas donc, ces investissements, demain, ce que nous pouvons compromettre, c'est la fourniture elle-même d'électricité. Il y a certains pays qui, n'ayant pas travaillé donc, sur la question de la santé financière donc, de leur secteur électrique, se sont retrouvés à un moment donné dans une situation où les secteurs électriques n'inspiraient plus confiance, il n'y avait plus d'investissement qui était possible, et après, ça s'est traduit par une incapacité à fournir de l'électricité aux populations. Je ne crois pas que ce soit ce que donc, les Ivoiriens veulent. Je pense que c'est des questions où les décisions qui doivent être prises et être perçues clairement par la population comme justes et équitables. Tout le monde doit savoir que avoir accès à l'électricité a un prix. Pour les plus faibles de la société, qui représentent donc la majorité, toutes les augmentations envisagées jusqu'à aujourd'hui ont été décidées en faisant en sorte que le tarif modéré ne soit jamais touché. Donc ce sera toujours un élément de politique que les plus faibles de la société ne soient jamais touchés par quelque augmentation que ce soit.
Mais je dois dire qu'on ne peut pas imaginer que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera toujours donc, en train de consommer donc, de l'électricité donc, au même prix. Donc, à la date d'aujourd'hui, je vous dis que la décision qui est en train d'être envisagée concerne donc, le secteur industriel. Dans une discussion, c'est un maximum donc, de 3%. Mais je veux dire donc, à nos compatriotes que produire de l'électricité, distribuer de l'électricité, ça a un coût. Et que sur une longue période, on ne peut pas avoir des tarifs qui soient totalement déséquilibrés par rapport donc, au coût. Maintenant, les décisions doivent être prises de manière judicieuse par l'État, en faisant en sorte que les plus faibles de la société soient épargnés, en faisant en sorte qu'on règle d'abord, je dirais, les problèmes des pertes donc, techniques et non techniques. Il faut explorer toutes les voies qui permettent donc, de faire des économies donc, au niveau du secteur. Une fois que toutes ces voies donc, auront été donc, explorées et qu'on aura fait toutes les économies, c'est après ça seulement que l'on pourra imaginer d'augmenter le tarif de l'électricité pour les populations. Ce n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui. Ce à quoi le ministre donc, travaille, c'est de réduire donc, les coûts et les charges au niveau du secteur. Donc c'est ce qui est décidé à la date d'aujourd'hui. Mais c'est important l'idée de se dire que tout ça a un coût et que de manière durable, on ne peut pas avoir un tarif qui soit complètement déconnecté du coût. Ce n'est pas vrai économiquement, il faut le dire de la franchise donc aux populations. C'est important de le dire, le président a pris l'engagement d'électrifier tous les villages donc, qui ont plus de 500 habitants. En fin 2018, ce sera chose faite. Ce sera chose faite. Et je vous donne rendez-vous en fin 2018 pour le constater. Et nous notons que pour électrifier tous les autres villages qui sont donc en deçà de 500 habitants, il faudra environ 125 milliards de francs CFA, donc pour un peu plus donc, de 2000 villages. Donc c'est possible, donc après 2018, que nous puissions donc rechercher ces 125 milliards qui nous permettraient en 2020 d'avoir quasiment l'ensemble donc, des villages qui soient électrifiés. Ce n'est pas donc une vue, je dirais, donc, de l'esprit, mais pour l'instant, l'engagement pris a été d'électrifier tous les villages donc, qui ont plus de 500 habitants. Et je vous dis qu'à fin donc, 2018, cet engagement du chef de l'État sera tenu. Donc, Monsieur le Premier ministre, donc, l'école pour sortir donc, de l'ignorance, sur quoi le gouvernement et les syndicats se sont-ils accordés, tant au niveau de l'école que dans le monde de la santé? Vous devez noter que quand même, lorsque les fonctionnaires étaient rentrés en grève, ils avaient environ 6 points de revendication, dont un point majeur donc, qui était celui qui avait créé la solidarité d'ailleurs de l'ensemble des fonctionnaires, qui était relatif donc, à la retraite. Que sur les 6 points, nous en avons donc réglé 5. Lesquels, Monsieur le Premier ministre? Nous nous sommes donc accordés en ce qui concerne donc, la retraite sur le fait que maintenant, lorsque un conjoint décède, donc le conjoint survivant bénéficie donc immédiatement donc, de la pension de retraite, sans avoir à attendre l'âge donc, de la retraite du conjoint qui est décédé. Nous nous sommes donc accordés pour que 12 mois donc, de salaire puissent être donc, payés donc, au conjoint donc, survivant donc, lorsque un conjoint donc, décède. Nous nous sommes également donc, accordés pour donc, reprendre, pour que les paiements des pensions qui étaient donc, indexés sur la moyenne donc, des 5 dernières années de travail, que cette pension donc, aujourd'hui prenne en compte la dernière année de travail, ce qui est donc un montant donc, plus élevé. Nous nous sommes accordés là-dessus. Ils avaient également demandé que pour une certaine catégorie de fonctionnaires, on puisse accorder 150 points d'indice. Donc, nous avons discuté et nous nous sommes accordés donc, pour que pour certaines catégories, on ait 150 points d'indice et pour d'autres 100 points d'indice. Et ça, le coût donc, de cette mesure est en année pleine donc, de 17 milliards donc, et demi. Ils avaient soulevé le problème, je dirais, donc, des précomptes, en disant que la liberté syndicale voulait que donc, on ait des précomptes. Nous avons accédé donc, à l'idée donc, des précomptes, etc. Le seul point sur lequel donc, nous ne nous sommes pas entendus a été celui, donc, je dirais, de stock des arriérés. Bon. Ce problème, quand il a été donc, débattu, nous avions donc le choix entre faire face à ce stock des arriérés qui est de 249 milliards de francs CFA, donc qui est en une fois, et le président a pris la décision
du déblocage donc, des salaires. Et je veux dire que le déblocage des salaires, donc, lui, donc, conduit à un coût annuel de 244 milliards de francs CFA. Alors, je considère que entre toutes les mesures que nous avons prises de 2012 à 2016, qui, elles, représentent globalement 616 milliards, entre, je dirais, le coût du déblocage qui est de 244 milliards donc, chaque année, entre, je dirais, le déblocage donc, des indices en termes d'avancement tous les 2 ans, qui va représenter autour de 15 milliards donc, par an, au moment où la décision se prenait, on a dit que toutes ces décisions valaient donc, annulation de la revendication relative donc, au stock des arriérés. Ce que nous notons, c'est qu'ils ont engagé tout ça, c'est normal, ça a été une décision donc, du président, c'est une bonne chose. Parce que le déblocage il était initialement prévu donc, sur 5 ans à partir de 2014 et le président a décidé donc, de le faire donc, en 2 ans. Donc ça c'est à saluer. Mais après donc, cet accord, je dirais, de dire toutes ces mesures valent abandon donc, du stock, donc on revient donc, sur la question donc, du stock des arriérés. Moi je considère qu'il faut aujourd'hui, dans l'environnement donc, qui est le nôtre, que les syndicats donc, comprennent que ce n'est pas au moment où donc, nos braves paysans donc, subissent la baisse donc, de leur prix, donc de 1100 francs donc, à 700. Donc ils doivent continuer donc, de s'arc-bouter sur donc, cette question. Je voulais les inviter d'ailleurs à l'union, parce que les grèves que l'on sent ici et là sont en fait des éléments de division donc, à leur sein. Nous sommes prêts à poursuivre donc, le dialogue, parce que c'est ce que le président de la République nous a demandé, nous poursuivons donc le dialogue. Mais nous devons poursuivre donc ce dialogue en tenant compte de la réalité donc, économique aujourd'hui. Et les décisions de 2014 sur le déblocage des salaires, il y a une attestation du gouvernement qui montre que cette décision a été prise avec en parallèle l'abandon de la revendication sur le stock en ce qui concerne donc, les arriérés. Moi, je pense que les fonctionnaires devraient se réjouir déjà de l'idée que ces décisions qui ont été prises antérieurement aient été actées et que donc aujourd'hui, ils touchent donc la plénitude donc, du salaire tel que prévu par les décrets qui avaient été pris donc, en 2009. Donc, personnellement, nous sommes tout cas prêts donc, au dialogue, nous sommes prêts donc, à la discussion, mais je veux que les Ivoiriens donc, comprennent que nous sommes donc, dans une période où tous les actes que l'on pose, qui peuvent affaiblir donc, l'image du pays, tous les actes que l'on pose, qui peuvent donc, créer des problèmes donc, sécuritaires au pays, donc, ne sont pas de bons actes. Il faut que nous restions donc unis, rassemblés et que nous puissions donc discuter pour trouver donc des solutions à tous les problèmes qui se posent. Monsieur le ministre, l'enjeu derrière donc, tous ces remous et ces grèves, c'est la menace qui plane sur l'école. Et les parents d'élèves vous écoutent. Moi, j'en appelle en tout cas au sens de responsabilité donc, de tous. Les enfants qui vont à l'école sont les enfants donc, de tous les Ivoiriens. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'une partie donc, des fonctionnaires puisse essayer de prendre l'ensemble de la société en otage sur des questions aussi sensibles que l'éducation et la santé. Donc j'espère en tout cas qu'ils n'utiliseront pas donc, tous ces moyens donc, pour essayer de bloquer l'école par rapport à ces revendications. En tout état de cause, il y a une législation donc, à la matière. Donc la législation donc, à la matière s'appliquera, mais je pense que nous n'en arrivons pas là. Je ne pense pas que nous allons arriver donc, à un débordement. J'ai décidé de les recevoir donc, à nouveau donc, pour continuer donc, à discuter avec eux et je suis persuadé que nous arriverons donc, à une entente raisonnable et qu'ils comprendront que dans le contexte qui est le nôtre, c'est une revendication qu'il faut donc, abandonner. Alors, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons donc accélérer et aborder le volet sécuritaire du pays. En attendant de vous proposer un élément conçu par la rédaction, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire? Écoutez, la situation sécuritaire donc, globale du pays donc, est bonne. Si on la mesure par rapport aux indices de sécurité donc, qui sont les nôtres ou les indices de sécurité internationaux, le retour de toutes les institutions donc, internationales en Côte d'Ivoire et l'inauguration d'ailleurs du siège de l'ICCO est encore une indication donc, que la situation sécuritaire du pays est bonne. Ceci étant, nous avons à faire face donc, à des menaces, donc, comme tous les États donc, du monde.
Donc si vous voulez parler de la menace terroriste, bon, nous l'avons connue, des dispositions donc, ont été prises, des moyens donc, ont été donc, dégagés donc, par le président de la République et nous sommes extrêmement vigilants donc, sur cette question, tant avec les pays donc, de la sous-région, donc le Mali, donc, le Burkina, qu'avec donc, les pays occidentaux avec lesquels on travaille. Donc, au plan donc, intérieur, donc, nous avons donc, des opérations qui se mènent donc, régulièrement pour lutter contre les coupeurs de route, donc, qui sont menés donc, par les forces de défense et de sécurité. Donc vraiment, c'est une question sur laquelle donc, le gouvernement travaille donc, de manière quotidienne et nous savons que la sécurité est un élément donc, extrêmement important. Vous allez nous marquer une petite pause et suivre cet élément conçu par la rédaction sur la sécurité. De 1,6 en 2015, l'indice de sécurité nationale s'est nettement amélioré, passant à 1,2 en 2016. Preuve que l'année écoulée consacre une meilleure sécurisation des personnes et des biens sur le territoire ivoirien. L'exploit est redevable aux forces de sécurité et de défense. Elles ont su traiter les questions liées au phénomène de coupeurs de route, de grand banditisme et de terrorisme. Ceci grâce au renforcement et à l'équipement fourni par le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour accroître la mobilité et les capacités opérationnelles de l'armée, de la gendarmerie, de la police, de la marine nationale. L'année 2016 et début 2017 ont enregistré des escales de navires de guerre français sur les bords de la lagune et brillé en plus de nombreux changements intervenus dans la politique nationale de défense et de sécurité intérieure. Les lois de programmation militaire et de sécurité 2016-2020 ont connu un début de mise en œuvre. La loi portant organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire a officialisé la nouvelle dénomination des forces chargées de la défense, à savoir les FACI. À cela s'ajoute le code de la fonction militaire, voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et l'ensemble des tests prévus dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Un tableau sécuritaire encourageant qui nous serait caché une note sombre. Ce mouvement de protestation au mois de janvier 2017 de militaires, mouvement qui a débuté le 6 janvier à Bouaké et qui s'est propagé dans la plupart des grandes villes du pays, y compris Abidjan. Konadama, vous avez une question? Oui, tout à fait. Monsieur le Premier ministre, comme vous venez de le voir, les coups de feu du mois de janvier dernier ont envoyé un mauvais signal à la communauté internationale, surtout à la communauté des bailleurs de fonds. Vous le savez, l'argent n'aime pas le bruit. Et selon un sondage qui a été fait à la faveur de vos 100 jours à la primature, 77% des enquêtés sont inquiets pour l'avenir du pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Donc c'est une question importante. J'ai eu déjà l'occasion, et je pense tous les Ivoiriens, donc, de considérer que ce qui s'est passé en début d'année n'était pas une bonne chose, que les revendications donc, sont possibles, mais que nous ne devons pas troubler la quiétude donc, de nos compatriotes. Ceci étant, je vous assure que c'est une question qui est grave et que nous ne pouvons pas traiter donc, en simplifiant les choses. Des discussions sont en cours, je l'ai dit donc, en début d'émission d'ailleurs, et les deux lignes directrices pour pouvoir trouver donc, une solution. Et j'ai bon espoir que la solution sera trouvée, c'est sûr. C'est que, il faut que la paix donc, soit garantie et l'État mettra tout en œuvre pour que la paix en Côte d'Ivoire soit garantie. Et que, deuxièmement, nous soyons donc assurés de construire une armée qui soit une armée unie, républicaine et au service donc, de la nation. Donc je peux dire que ce sont les deux objectifs clairs donc, qui sont donc, assignés donc, au ministère donc, de la Défense, au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et que sous l'autorité du chef de l'État, c'est à cela donc, que nous travaillons. Et j'ai donc la conviction que dans les semaines à venir, nous trouverons une solution qui garantisse donc, cette préoccupation. Nous sommes donc au terme de cette émission, mais il est bon de vous donner la parole pour des perspectives. Voilà, la Côte d'Ivoire.
Alors, moi, je voudrais déjà vous remercier donc, pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir expliquer donc, à nos compatriotes donc, quel est l'état, je dirais, de la nation et quelles sont donc, les perspectives. Aujourd'hui, je pense que nous avons donc un pays qui est solide. Nous avons donc un leadership donc, assuré par le président de la République qui est important. Notre pays, je viens de Washington, je puis vous le dire, est vraiment respecté. Nous devons donc tous faire en sorte que cette crédibilité donc, retrouvée de la Côte d'Ivoire, que cette solidité économique au niveau de ces fondamentaux de notre pays ne puisse en aucun cas être remise en cause. Cette foi que moi j'ai donc dans l'avenir du pays n'est possible en réalité que tous ensemble, si tous ensemble nous continuons de travailler donc, pour donc, garantir donc, la paix, la sécurité et la stabilité donc, à la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, moi j'en appelle à l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Parce que le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut, peut imaginer tout ce qu'il peut imaginer. Le chef de l'État peut avoir toute la détermination. Il faut que tout ça donc, soit accompagné donc, par les Ivoiriens. Et l'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui a décidé de se préoccuper d'abord de son pays, de se poser tous les jours donc, la question de savoir est-ce que je fais suffisamment donc, pour mon pays, qui se dit que je ne ferai jamais rien qui puisse contrarier l'élan de développement, l'élan de rassemblement, l'élan de progrès qui est lancé aujourd'hui en Côte d'Ivoire donc depuis 2011-2012. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui décide de travailler, qui ne veut pas donc s'adonner à la facilité, qui sait que le succès est au bout donc du travail, que c'est seul l'effort et le travail qui permet donc de réussir dans la vie. Je peux dire donc aux Ivoiriens que le gouvernement dont j'ai la charge, sous l'autorité donc du chef de l'État, est prêt à créer donc les conditions pour leur épanouissement, pour que tous ceux qui veulent se battre et réussir puissent se battre et réussir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, je peux donner l'engagement que le gouvernement que je dirige va travailler à cela. Il travaillera donc à améliorer le quotidien des Ivoiriens quant à leur accès aux services de base. Il travaillera quotidiennement à faire en sorte que la transformation de l'économie ivoirienne que nous souhaitons, que nous l'ayons, que nous ayons un grand pays industriel demain, que nous ayons donc des milliers d'emplois qui soient créés pour les jeunes et les femmes. Je leur donne l'assurance que sous l'autorité du président, le gouvernement que je dirige travaillera à cela. Moi, en tout cas, et le gouvernement donc, qui m'accompagne, a foi donc, en cela, a foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons qu'ensemble, avec tous les Ivoiriens, nous puissions donc y arriver. Et je suis sûr que nous y arriverons. Fin de cette émission spéciale des 100 premiers jours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature et des perspectives de développement de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.